Bonjour, je suis Bruno Bachimon, je suis professeur à l'Université de technologie de Compiègne et donc je suis intervenu ce matin dans cette belle journée sur l'IA et la création pour soutenir un point de vue selon lequel l'IA générative est un nouveau outil supplémentaire pour la créativité sans qu'il soit capable d'être lui-même un outil créatif. C'est-à-dire que l'IA n'invente rien, l'IA est un fantastique outil pour compiler, répéter l'expérience qu'on a déjà accumulée. Mais cette capacité de mobiliser cette répétition nous permet à nous, êtres vivants et connaissants, d'être capables d'inventer de nouvelles choses, autre chose, autrement. Et donc l'IA est une extension technique à nos capacités inventives de répondre de manière singulière à ce qui nous arrive de singulier. L'enjeu, évidemment, c'est ne pas réduire cette capacité d'invention qui est la nôtre à ce que l'IA est capable de nous proposer, puisque l'IA, si c'est une fantastique capacité de répétition, ce n'est qu'une capacité de répétition, c'est-à-dire de compiler ce qui a déjà été dit, ce qui a déjà été fait. Et donc, pour éviter que le réel ne soit qu'un bégaiement statistique du passé, il faut envisager le nouveau, ce qui nous arrive, non pas à l'aune uniquement de ce qui s'est passé, mais à l'aune de l'expérience de ce qui s'est passé pour pouvoir apprendre à improviser, à inventer, à s'adapter à ce qui arrive. Et donc on retrouve des valeurs en fait assez classiques qui sont soutenues par une certaine philosophie qui va de Aristote jusqu'à Kant. C'est comment en fait faire fond sur notre expérience pour pouvoir délibérer et prendre des décisions et in fine les assumer, parce que comme souvent, l'IA nous apprend que nous avons toujours une responsabilité sur ce qu'on en fait. Et aujourd'hui, c'est l'une des questions du jour. Donc je veux d'abord remercier Gwenaël et Maxime pour leur invitation, pour cette journée IA et création ou IA et créativité. L'avantage d'être assez avancé dans ma carrière, c'est que, il y a un inconvénient, c'est que j'ai un horizon qui est plus limité que le vôtre, mais l'avantage, c'est que j'ai déjà rencontré plusieurs fois ces débats sur l'IA et les capacités cognitives diverses et variées qu'on semble mises en compétition par rapport à cette IA. Donc, quand j'ai commencé la recherche, c'était l'IA et la cognition, en fait, psychologie computationnelle, etc. Et puis aujourd'hui, on me repose la question, mutatis putandis, avec la question de la créativité. Donc c'est une question qui est nouvelle, mais qui s'appuie, qui est nouvellement formulée, mais qui s'appuie sur un héritage qui est assez classique, et surtout avec des effets de traumatisme en fait pour la créativité humaine qui se sont succédés pendant quelques décennies. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les années 90, on avait un premier coup de boutoir où Kasparov, joueur d'échecs, avait été battu par la machine d'IBM Deep Blue. Donc c'était un algorithme de force brute qui à l'époque avait réussi à faire cette performance, et ça avait été assez impressionnant parce que dans les années 60-70 c'était un des défis que l'intelligence artificielle s'était donné, c'est de devenir en fait un outil de premier rang sur le jeu d'échecs et donc de pouvoir gagner sur les champions du moment. Mais face à ce traumatisme, il y a eu tout de suite une réaction de dire « Bon, écoutez, vous êtes gentil, mais les échecs, c'est d'abord un jeu combinatoire. L'ordinateur, il est un peu bébête, il calcule de manière systématique. Donc, vous allez voir, c'est terminé. L'IA, maintenant, va avoir du mal quand il va s'attaquer à des choses qui demandent vraiment de la stratégie, de l'improvisation, de l'intuition, etc. Par exemple, le jeu de Go. Patatras, en 2016... on a Lee Sedol, qui est le numéro 3 mondial de jeu de Go, qui perd contre AlphaGo. Donc là, on se dit oui, mais bon, c'est vrai que c'est un jeu, c'est un espace fermé, etc. Donc en fait, ce que l'IA ne saura pas faire, c'est la créativité artistique. Donc 2021, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a la 10e symphonie de Beethoven qui a été finie
par une IA. Il y avait des travaux à l'EPFL et à l'Université de Luxembourg qui avaient fait cette performance. Et puis enfin, Jason Allen, qui en 2022 gagne un prix avec un théâtre d'opéra spatial, que vous voyez ici, un prix pour une œuvre qu'il a réalisée avec Midjourney, et il avait soumis et candidaté à ce concours aux deux noms, le sien et Midjourney. C'était une œuvre collective en fait qu'il avait réalisée. Alors évidemment, ça fait réfléchir, puisque c'est des possibilités, des innovations qu'on pensait quelques années avant inaccessibles en tant que telles. Mais c'est toujours pareil, il faut sans doute pas aller trop vite en besogne sur ce qu'on appelle créativité, ce que la machine a réellement fait dans ce processus créatif, qui reste un processus créatif homme-machine, humain-machine, mais pas forcément un processus créatif de la part de la machine seule. Pourquoi? Par exemple, si on prend la 10e de Beethoven, eh bien, ce que les gens vous expliquent, c'est que derrière, il y avait une dizaine de musicologues, il y avait énormément d'ingénieurs pour ajuster tous les essais-erreurs qu'il a fallu pour ajuster les algorithmes. Et à ce moment-là, une fois qu'on avait paramétré l'algorithme avec des allers-retours en nombre important, eh bien, on a lancé la génération de cette 10e symphonie. En fait, on s'aperçoit que ce qui s'est passé, c'est pas si nouveau que ça, c'est que l'humain apprend à créer avec les nouveaux outils dont il s'est doté. Par contre, on a une puissance de feu, si j'ose dire, qui est totalement inédite avec le potentiel calculatoire qu'on avait jusque-là. Et puis également, 10e de Beethoven. On dit c'est super parce qu'elle a créé une symphonie, l'IA a créé une symphonie qui n'existait pas de la part de Beethoven. Mais imaginez-vous, vous êtes viennois, vous êtes en 1820, et vous êtes un fan de Beethoven, vous avez écouté tout le répertoire classique de Beethoven, et vous dites, moi aussi je vais créer. Et qu'est-ce que vous créez? Les symphonies de Schubert. C'est-à-dire que l'humain confronté au même corpus ne fait pas du Beethoven, il fait du Schubert. C'est-à-dire qu'il y a une puissance d'invention qui ne se réduit pas à la puissance de répétition. Mais pourtant, Schubert s'est abreuvé de répétitions beethoveniennes. Les premières symphonies sonnent beethoveniennes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, c'est pas répétition contre création, c'est pas répétition contre invention, c'est l'invention qui s'appuie sur la puissance de feu de la répétition, qui en fait, là, aujourd'hui, a des possibilités totalement inédites. C'est un peu la première fois dans l'humanité qu'on a accès à un capital de répétition qui était jusque-là beaucoup plus laborieux à mobiliser. Donc vous verrez que mon discours, il va décevoir tout le monde, puisque je dis qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau, mais que ça ne remet pas en cause la créativité humaine. Donc ceux qui pensent que l'IA va tout renverser, ils vont m'engueuler. Et ceux qui considèrent qu'il faut absolument défendre la créativité humaine contre l'ingénierie vont aussi m'engueuler. Mais rassurez-vous, j'ai l'habitude. C'est une posture habituelle quand on essaye d'être nuancé. Alors, on va essayer de prendre les choses calmement, et donc on va essayer de revenir un petit peu sur ce dont on parle, c'est-à-dire la machine en tant que telle, comment elle va fonctionner, et voir du coup comment nous on peut la mobiliser, et de voir en fait les différences qui vont rester entre nous et la machine. En fait, ce qui me fait souvent sursauter, c'est les définitions qu'on donne de l'IA. Si vous prenez les définitions officielles qu'on peut voir ça et là dans les instances européennes ou au CNRS, etc., on vous dit imiter des facultés humaines. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, ou accomplissent dans le monde des fonctions cognitives et perceptives autrefois réservées aux êtres humains, ce qui n'est pas tout à fait vrai non plus. C'est plutôt réussir à faire par la machine, avec des outils algorithmiques et mécaniques, ce que nous autres, simples mortels, faisons en faisant appel à ce qu'on appelle les facultés cognitives humaines. En gros, d'une certaine manière, comme on disait dans les années 80, on ne demande pas à l'ingénierie de faire des avions qui ressemblent à des oiseaux. Par contre, on veut voler. Donc c'est apprendre à voler en faisant différemment, autrement que les différents modèles qu'on a sous les yeux. Et ceux qui demandent les capacités du vivant, le cas des oiseaux par exemple, eh bien on va le faire autrement par les possibilités mécaniques. Et donc l'IA a un petit peu cette posture, c'est-à-dire de faire des choses qui pour nous, avec nos moyens humains, demandent ce qu'on appelle la cognition, sans qu'on des fois on sache très bien ce qu'il faut appeler par là. Par contre, ce qu'on va faire, c'est mobiliser des outils qui sont mécaniques et algorithmiques. Et en fait, la différence qu'il y a, c'est que tout simplement, il y a une différence de moyens. Nous autres, avec notre misérable petit cerveau qui consomme un petit peu d'énergie, eh bien, on arrive à résoudre des tâches que ChatGPT fait avec 300 milliards de paramètres.
hein. Donc on n'est pas exactement dans le même espace. On n'a pas besoin d'assécher plusieurs lacs d'Amérique du Nord et des centrales nucléaires pour faire tourner les algorithmes génératif. Donc on est dans une posture totalement différente et que l'intelligence humaine étant ancrée dans une optimisation du vivant, eh bien fonctionne tout à fait différemment de l'IA telle qu'on l'a aujourd'hui et qu'on l'a depuis toujours. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressante, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas innovante, qu'elle ne nous fait pas faire des choses qu'on n'aura pas pu faire sans elle, mais ça veut dire que au lieu de considérer qu'il faut qu'elle travaille comme nous, c'est plutôt il faut qu'on travaille avec elle et non pas comme elle. Alors, qu'est-ce qui joue la différence entre la machine et nous? Eh bien, on peut reprendre en fait des argumentaires qui n'ont pas vieilli parce qu'en fait, ils reposent sur la phénoménologie et la compréhension des facultés cognitives humaines. C'est que l'humain pensant, raisonnant, créant, etc. est d'abord, pour reprendre le terme de Heidegger, c'est un être au monde. C'est-à-dire un plongement, un être jeté, ce qui est déjà dans un contexte, ce qui est déjà en permanente ajustement, créativité, réponse adaptée et créative à son environnement. En gros, pour reprendre un autre concept qui est dû au philosophe Gilbert Simondon, spécialiste des techniques, c'est une individuation, c'est-à-dire le vivant, le connaissant, c'est ce qui n'arrête pas de s'individuer, c'est-à-dire de devenir individu, de devenir une singularité par rapport à la réponse qu'il fait à son environnement. En gros, l'individuation, c'est l'invention que le vivant fait de lui-même par rapport aux nouveautés toujours surgissantes du monde. Donc, dit autrement, la réponse qu'est la connaissance et la création dans le monde, c'est une réponse en fait à une situation, c'est une singularité qui répond à une autre singularité. Or, la machine, par définition, c'est ce qui n'a pas de contexte, c'est ce qui n'est pas une singularité parce que tout simplement, on ne l'a pas créé pour ça. On l'a créé pour être capable de répéter de même fonctionnement par rapport à des situations normalisées, fût-elles représentées par des corpus massifs et de plus en plus massifs. Donc, allons-y. Et donc, commençons par revenir un petit peu sur ce qu'on peut appeler technique, machine, etc. Donc, on va essayer de caractériser par cette notion de machine à répéter et qui va, du coup, se montrer en rupture avec notre capacité à nous de réagir en contexte. Et donc, toute la notion et l'enjeu, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut inventer avec une machine à répéter. Alors, la notion de machine, de technique, c'est un vieux thème de philosophie des techniques. Là, je vous en fais un petit résumé un peu vite fait, hein. Mais en gros, d'un point de vue, on va dire, doxographique, hein, on a les philosophies de la technique qui mobilise en fait comment on se sert de la technique et comment on la raisonne. Donc c'est ce qui est à droite, ce que j'appelle les tendances externes, hein. Donc la technique, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on peut s'incorporer, comme dirait Aristote, c'est la main et ce qui prolonge la main. La technique, c'est l'instrumentation, hein, c'est le fait de pouvoir utiliser un outil pour une fin qui lui est extérieure. Et puis également chez Kant, hein, c'est la fabrication, c'est-à-dire que l'outil, c'est ce qui possède une finalité, hein, qui conditionne son fonctionnement. Alors tout ça, c'est des tendances externes, mais c'est pas forcément ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les tendances internes, c'est-à-dire ce qui va être à l'intérieur de la machine et ce qui va être la condition de son fonctionnement. Et là, c'est assez intéressant parce que on va avoir deux tendances complémentaires. Il y en a une qui est due à Gilbert Simondon, que j'ai déjà cité. Hein, lui, il parle de l'évolution comme individuation, mais dans le cas de la technique, eh bien, ce mot d'individuation prend un libellé particulier. Il appelle ça une concrétisation. Alors la concrétisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les outils techniques, les machines techniques évoluent en essayant de s'intégrer fonctionnellement de plus en plus. Alors ça veut dire quoi, intégration fonctionnelle? Ça veut dire que les mêmes éléments vont être porteurs de plusieurs fonctions. Chez Simondon, on a une notion d'abstraction qui dit que quand on est ingénieur, qu'on construit une machine, on fait une fonction, un outil. Quand on va intégrer, quand on va concrétiser, eh bien, la multiplicité de ces fonctions vont être assumées par de moins en moins d'éléments. C'est-à-dire que le même élément va pouvoir rendre compte, hein, d'une polyfonctionnalité qui jusque-là était séparée dans l'abstraction qui avait conçu l'outil ou la machine. Et puis le deuxième élément aussi qui se
traduit avec Simondon, hein, c'est que la machine fait milieu avec son environnement, c'est-à-dire qu'elle mobilise dans son fonctionnement comme fonction interne des éléments qui font partie de son externalité. L'exemple, pour ceux qui connaissent, fétiche de Simondon, c'est la turbine Guimbal, vous savez, la turbine de l'usine marémotrice de la Rance, hein, puisque dans cette turbine, c'est une turbine qui fonctionne dans l'eau, hein, dans un milieu, et bien l'eau est utilisée comme élément interne de refroidissement, hein, pour la turbine. Un peu comme nous et l'air, on ne sait pas très bien si c'est quelque chose qui est interne ou externe, l'air est dans nos poumons, on respire avec et pourtant ça nous environne. Eh bien, l'eau de la turbine, c'est un peu la même chose, c'est à la fois quelque chose d'intérieur et d'extérieur, et intérieur au sens que ça fait fonction dans le fonctionnement de la machine, elle ne peut pas fonctionner en dehors de ce milieu. C'est ça que Simondon appelle individuation et milieu associé, hein, de la technique. Donc ça veut dire que la technique, selon Simondon, est quelque chose qui évolue. Il dit d'ailleurs que la technique, c'est ce dont il y a genèse. Hein. Ça veut dire quoi? Pour lui, ça veut dire que on prend une voiture, une technique, une turbine, etc. Les étapes de son évolution, à chaque étape de conception que font les ingénieurs, ça va être toujours de maximiser cette intégration, cette individuation, cette mobilisation du milieu. Donc en fait, la machine, en fait, selon Simondon, c'est quelque chose qui va s'intégrer à son environnement, à son milieu, elle s'intègre en interne avec les différentes fonctions qui la composent, et on s'intègre en externe avec le milieu qui l'environne. Donc, d'une certaine manière, vu comme ça, eh bien, Simondon suit son fil du raisonnement. Le télos, c'est-à-dire l'horizon que veut atteindre une évolution technique, c'est le vivant, c'est-à-dire ce qui est fait milieu avec son environnement, ce qui par définition vit avec son milieu. Mais c'est un horizon évidemment inatteignable, hein, c'est un télos. Alors l'autre tendance technique qui est complémentaire, c'est celle que Simondon n'a pas traitée parce que en écrivant dans les années 60, il était dans le contexte de la cybernétique, mais pas trop encore dans les mondes du calcul, c'est la notion de répétition au sens algorithmique du terme, c'est-à-dire la puissance de répétition de l'algorithme répétable qui est capable de produire les mêmes résultats par rapport à des paramètres identiques, ou en tout cas une variabilité de résultats par rapport à une conception qui l'a prévue ainsi. Donc, au lieu d'avoir une concrétisation, c'est-à-dire un plongement de plus en plus fort avec son environnement, on va avoir plutôt une abstraction de plus en plus importante qu'on peut appeler une virtualisation, sachant que ce virtuel fait partie également du vocabulaire informatique. Hein, quand vous virtualisez un système, c'est-à-dire que vous le rendez indépendant des substrats techniques d'origine sur lesquels il a été conçu. On peut le faire tourner ailleurs, autrement, hein, avec d'autres moyens. Hein. Le monde du logiciel, aujourd'hui, est tout fou avec la notion de virtualisation. Hein. Tous les systèmes d'information se virtualise de plus en plus. Le cloud est une manière de comprendre la virtualisation. Donc en fait, la technique, vue de sous cet angle, a une tendance inverse à celle de Simondon, c'est-à-dire surtout ne pas s'intégrer, c'est s'abstraire le plus possible pour pouvoir marcher dans tous les milieux. Donc en fait, c'est pas du tout le même contexte. Chez Simondon, lui, ce qui l'a fasciné, c'est comment les outils évoluent pour s'intégrer dans un milieu. Et l'autre côté, quand on regarde d'autres schémas techniques, notamment ceux fondés sur la mécanique et l'algorithmique, c'est une tendance inverse. On va essayer d'abstraire de plus en plus pour pouvoir devenir indépendant du milieu et pouvoir fonctionner en fait sur différents milieux. Donc ça veut dire qu'en fait on a deux tendances inverses, mais en fait de facto elles sont complémentaires. Hein. C'est-à-dire à la Simondon, intégration, concrétisation, la machine opérationnalise un schéma répété, certes, mais qui maximalise son intégration avec l'environnement dans son évolution. Donc chaque machine fonctionne comme une machine, mais dès qu'on l'a fait évoluer, on va essayer d'optimiser son intégration. Hein, donc la turbine fonctionne comme un algorithme, hein, mais par contre à chaque fois que les ingénieurs vont penser à la version suivante de la turbine, eh bien ils vont l'intégrer davantage avec son milieu. Et donc cette approche de la technique fonctionne assez bien pour penser le monde de la physique, le monde de la mécanique industrielle, le monde de la thermodynamique qui a été en fait la matrice de pensée, hein, de Gilbert Simondon. Et puis de l'autre, ce qu'on a évoqué, c'est la tendance de la virtualisation qui permet de répéter indépendamment du contexte de répétition. Et donc ça s'applique assez bien aux techniques de l'information, évidemment, de manière générale au calcul, puisque le calcul, c'est ce qui fait abstraction de son substrat. Pensez à la machine de Turing. Hein. Elle n'a pas besoin de savoir comment est implémentée sa mémoire, elle n'a pas besoin de savoir comment sont implémentés ses registres pour pouvoir effectuer l'algorithme. Donc,
ce qu'on peut dire, c'est que ces deux tendances sont à chaque fois des manières de répondre à un même problème, c'est-à-dire la variabilité du contexte. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose qui s'adapte à un contexte? Eh bien, les deux réponses que l'on a, c'est on s'adapte le plus possible avec le contexte, c'est la concrétisation, avec la recherche du milieu associé. Et donc, le télos, c'est le vivant. Et puis, on va avoir la virtualisation, c'est-à-dire on s'abstrait du contexte, pour pouvoir s'appuyer et s'adapter à tous les contextes possibles. Le schéma de répétition devient indifférent à son implémentation. Donc ça, c'est ce qu'on connaît tous sur le numérique. Votre fichier MPEG, qu'il soit sur votre disque dur ou sur un DVD, un support optique, c'est le même d'un point de vue calculatoire. Donc en fait, l'outil numérique devient indifférent au substrat physique et aux lois de la physique qui vont le mettre en œuvre. La physique optique de votre DVD est assez éloignée de la physique de l'électromagnétisme de votre disque dur. Et pourtant, on parle bien d'un même fichier numérique, d'un même format, et que vous allez voir le même film ou la même image. Alors, les deux hypothèses que l'on peut tirer, voire des thèses, c'est que, en fait, pour tirer la métaphore jusqu'au bout de la concrétisation et de la virtualisation, c'est que l'horizon, le télos en fait de la concrétisation, comme je l'ai dit, c'est celle que Simondon assigne à son schéma technique, c'est le vivant. Pourquoi? Parce que le vivant, c'est ce qui fait milieu avec son environnement. Si la technique évolue en s'intégrant à son environnement, ça veut dire que la technique veut se concrétiser, en devenant de plus en plus proche de ce que fait le vivant, c'est-à-dire une concrétisation, une intégration fonctionnelle optimale avec le vivant, avec l'environnement. Et si ça marche pas, l'organisme il meurt. C'est-à-dire que la mort, c'est une désynchronisation avec son milieu. Milieu interne ou milieu externe d'ailleurs. Alors donc l'intégration, c'est la fusion de l'organisme et de son milieu en fait. C'est cette idée qu'on a chez Simondon. Alors si on reprend le schéma de la virtualisation, eh bien l'horizon de la virtualisation, c'est pas le vivant qui est l'intégration fonctionnelle avec son environnement, c'est la connaissance qui devient une posture qui peut représenter globalement le monde et qui devient valable ici et toujours et partout, tout simplement parce que c'est une abstraction qui permet de comprendre les lois de l'univers, les lois du vivant, etc. Si vous regardez l'histoire des sciences, on peut dire que d'une certaine manière, son objectif, c'est d'avoir des lois qui s'appliquent quel que soit le contexte. Le terme de Pythagore n'a jamais changé depuis qu'on l'a découvert, même si on le comprend de manière différente, sa formulation n'a jamais été... et ses démonstrations, premières démonstrations n'ont jamais été démenties. Et également, les lois de la physique sont telles que les lois de la chute des corps s'appliquent, quels que soient les corps dont on parle et l'endroit de l'univers où on va le mobiliser. C'est pas pour rien qu'on parle de gravitation universelle. Universelle, ça veut dire que ces lois s'appliquent partout, elles sont indépendantes du contexte. Et donc, la connaissance, en fait, c'est ce qui se passe quand on va suspendre la réponse à l'environnement pour devenir une action réfléchie. Alors, c'est un vieux concept grec qu'on peut reprendre chez Aristote, c'est la proérésis. C'est mon quart d'heure d'érudition de Monsieur Cyclopède. Proérésis, c'est saisir par anticipation délibération. C'est-à-dire, c'est répondre à la situation présente en se souvenant des situations passées. C'est répondre à la situation présente en délibérant sur l'expérience accumulée des situations passées. Et donc, vous voyez un petit peu aussi le lien qu'on va pouvoir faire tout à l'heure avec ChatGPT. C'est que ChatGPT est une manière de compiler l'expérience passée. C'est une mémoire de ce qui a été dit et voire de tout ce qui a été dit sur certains sujets. Donc, la saisie par anticipation, par délibération, c'est le fait de suspendre l'adaptation à la situation singulière pour répondre de manière différente en faisant le détour par l'expérience. Ce qu'on va retrouver chez Aristote quand il appelle la sagacité. La sagacité, c'est celui qui a de l'expérience, qui se souvient de ce qu'il a déjà fait pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. C'est pour ça d'ailleurs que la sagacité est une vertu qui vient avec l'âge, alors que l'invention, le génie est le propre de la jeunesse. Chez Aristote, c'est les deux facultés sont séparées mais complémentaires. Donc, on a s'intégrer dans le ici et maintenant. C'est l'individuation par la fonction, c'est la concrétisation de Simondon et l'horizon du vivant. Et l'abstraire de l'ici et de maintenant pour considérer les autres contextes possibles et s'individuer par l'action.
Donc maintenant, on a notre contexte, hein, c'est qu'on peut reformuler la question qu'on s'est posée au départ, c'est comment une machine peut-elle aborder le contexte et reproduire la manière dont le vivant et le connaissant réalisent deux rapports au contexte propres à ces tendances, hein, propres à ces deux tendances. Donc comment est-ce qu'une machine peut devenir connaissante ou vivante, hein, par rapport à ce rapport au contexte qu'on vient d'élaborer. Alors, quand je parle de contexte, il faut bien préciser ce qu'on entend par contexte. C'est pas le contexte des informaticiens, hein, c'est-à-dire une représentation de l'environnement de fonctionnement d'un outil et qui va servir de paramétrage à la réponse de l'outil. Parce que cette notion de contexte est une réification du contexte, c'est une formalisation du contexte, et donc n'est déjà plus du contexte. Le contexte, il faut le prendre ici comme la notion de milieu. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est toujours autour de vous. C'est quelque chose dans lequel on est toujours plongé et qui ne se donne jamais complètement. On n'a jamais de perception globale, entière, du contexte et du milieu, parce qu'on est dedans, on le voit de l'intérieur et il ne déborde. Hein, il est toujours en excès par rapport à ce qu'on est capable de s'en représenter. Hein, donc le milieu ou le contexte, c'est l'horizon dans lequel on est plongé en fait. Hein, c'est le monde dans lequel on est plongé. Et si on est dans un monde, on ne peut pas se représenter globalement le monde. Hein, la représentation est toujours du local qui essaie d'appréhender du global. Hein, mais ce global n'est jamais totalement rendu parfaitement par la représentation qu'on en fait parce qu'elle est située par nous dans notre ici, notre maintenant, qu'il soit culturel, physiologique, historique, etc. Donc en fait, le contexte, c'est ce qui nous entoure dans notre ici et maintenant. C'est le là-bas, par exemple, hein, pour le fait de percevoir, savoir qu'il y a des choses qui sont là-bas alors que moi je suis ici, et que mon là-bas, d'ici, c'est votre ici à vous. Hein, c'est-à-dire que si je vois quelqu'un manger une pomme, eh bien la pomme c'est son ici et sa pomme à lui c'est mon là-bas. Et donc si je veux manger sa pomme, faut que j'aille me rapprocher de lui, que son là-bas à lui, que son ici à lui devienne le mien. Donc en fait, on a un contexte en fait dans lequel on est plongé et qui conditionne notre réponse à ce contexte. Et le contexte n'est jamais rapportable à une représentation d'un ici et maintenant, c'est-à-dire que l'horizon, eh bien, quand je m'en rapproche, eh bien, il s'éloigne. Hein, c'est-à-dire que l'horizon, c'est toujours ce qui échappe. Le contexte, c'est toujours ce qui échappe. Et donc, c'est un peu ce qui se passe quand on veut représenter le contexte. Eh bien, on en fait un objet qui lui-même va avoir son contexte. Alors, il faut reprendre des fois l'étymologie. Hein. Le contexte, ça veut dire quoi? C'est ce qui vient avec le texte. Donc, on peut représenter le contexte comme un texte. À ce moment-là, ce texte qui est le contexte a lui-même son contexte dans lequel on va le lire, et ainsi de suite. Donc, en fait, le contexte n'est jamais réifiable. Le contexte n'est jamais objectivable. À partir du moment où on l'objective, l'objet qui est devenu le contexte va lui-même susciter son propre contexte. Donc, en fait, c'est un peu la savonnette dans la salle de bain, hein, le contexte. C'est forcément ce qui échappe. Dès qu'on le saisit, il rebondit pour donner un autre contexte qui vous environne, qui vous excède et qui vous déborde. En fait, c'est une notion inhérente à la conception. Hein. C'est pas pour rien que c'est proche de la notion de design. Hein. C'est que on conçoit toujours en milieu et jamais en contexte, au sens réifiable du terme. On est toujours dans un milieu, c'est-à-dire que c'est dans l'ici et le maintenant qui est débordé par un horizon qu'il faut envisager nos objets et les milieux qui les comprennent. Et comme le milieu n'est pas représentable, eh bien ça c'est l'approche qui est développée dans notre laboratoire à Costech, c'est la notion de soin, hein, de soin technologique, hein, le fameux care dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et le prendre soin des milieux, c'est le fait de dire que puisque le milieu n'est pas réifiable, il faut vivre dedans, il faut vivre avec. Et donc une manière de vivre avec, c'est en prendre soin, c'est-à-dire accepter de changer d'avis et accepter de nous faire évoluer avec le milieu et de suivre les évolutions du milieu avec les effets de notre action dans ce milieu. Donc, pourquoi j'insiste beaucoup sur cette notion de milieu, c'est que, de facto, la technique, par rapport à ce qu'on a déjà dit, et surtout la machine, c'est ce qui n'a pas de milieu. C'est ce qui n'a pas de contexte, au sens où je l'ai évoqué. C'est-à-dire que quand la machine a un contexte, c'est qu'il est réifié. Hein, c'est-à-dire qu'on va le paramétrer. Et ça, c'est un geste très profond d'ingénieur. Hein. Pourquoi est-ce qu'on a créé des usines? C'est pour réifier le contexte des machines. Les machines peuvent fonctionner de manière répétable, garantie, tout simplement parce que leur environnement est contrôlé.
comme Elon Musk parle de véhicules autonomes, quelle est l'idée de l'environnement des véhicules autonomes? C'est le métro, hein, c'est-à-dire des autoroutes dont on maîtrise parfaitement les balises informationnelles et ce qu'on va rencontrer sur cette route. C'est-à-dire que la technique aborde toujours le milieu pour le réifier, l'objectiver et le formaliser. Tout simplement parce qu'il devient un élément du système et il en épouse la formalité. Donc la machine, c'est pas un défaut de ne pas avoir de milieu. Ou si c'est un défaut, c'est le défaut qu'il faut, parce qu'on l'a créé pour ça. Pourquoi on veut faire une machine? C'est pour qu'elle nous garantisse sa répétabilité, quelle que soit son modalité de fonctionnement. On n'a pas envie, quand Michelin arrive dans son usine, il n'a pas envie que ses robots lui disent « Ah non, mais aujourd'hui, j'ai pas envie. Hein, c'est pas ça, j'ai mal dormi, etc. » C'est pas le même contexte qu'hier. Non, on veut que la machine fonctionne, quel que soit le contexte, quel que soit le ici, le maintenant de l'opérateur. La machine est précisément conçue pour ne pas avoir de milieu. C'est sa condition de possibilité et c'est l'objectif qu'on avait quand on l'a conçu. Donc c'est pas un défaut, hein. Ou alors comme dirait Stigler, hein, c'est le défaut qu'il faut. Hein. C'est le défaut consubstantiel à l'intérêt de la machine. En gros, la technique, c'est faire des dispositifs et des dispositifs qui garantissent une répétition, c'est-à-dire un déroulement temporel mécaniquement enclenché, prévisible, garanti par la machine. Donc ça va du robot matériel, physique, jusqu'à l'algorithme qui est en fait l'abstraction calculatoire, manipulatoire de ce qui se passe dans nos dispositifs machiniques. Et ce dispositif de répétition, c'est une décision, c'est-à-dire qu'on a ajusté, modélisé, conçu notre machine pour que cette répétition devienne possible. Parce que la répétition, dans le monde quotidien, n'arrive jamais. Les choses se répètent jamais deux fois de la même manière. Hein. Vous connaissez la phrase de Héraclite, hein, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Eh bien, dans le quotidien, on ne fait jamais deux fois exactement la même action. Il y a toujours quelque chose de différent. Hein. Donc, la répétition, c'est l'énigme. Qu'est-ce qui fait que les choses puissent être répétables? Eh bien, la technique s'est emparue de cette énigme en disant, eh bien, je vais neutraliser le contexte. Je vais neutraliser le contexte en le formalisant, en le rendant réifiable, manipulable en tant que tel. Donc, c'est une décision incroyable. Hein. L'humain s'est développé en prenant la décision de créer de la répétition formalisée, normalisée. Ce qui n'est pas du tout naturel. Hein. Là, je suis totalement anti-Deleuzien, hein, pour ceux qui connaissent, parce que Deleuzien, pour lui, l'énigme, c'était la différenciation, alors que pour moi, l'énigme, c'est la répétition. Hein. Deleuze n'était pas informaticien. Mais un algorithme, c'est un truc incroyable. Penser une répétition machinique nécessaire qui obéisse à des lois calculatoires, c'est un geste de l'esprit totalement incroyable. Pour nous, c'est une évidence aujourd'hui parce qu'on baigne dedans, mais ça met du temps à s'élaborer, tout simplement parce que c'est tout à fait à contre-courant de notre vie, de la vie et de ce qui est autour de nous. Donc c'est un geste de décision, de répétition qui est totalement non naturel et les reproches qu'on lui fait, c'est précisément la qualité qu'il possède, c'est-à-dire d'être répétition. Donc c'est surtout pas une critique de la technique que je fais ici, hein, c'est vraiment au contraire, c'est comprendre en quoi la technique est remarquable. C'est dans sa capacité à produire du répétable. Par contre, est-ce que notre vie doit se réduire à ce répétable? Ça, c'est une autre chose. Hein, c'est pas ce que j'ai dit. Il faut qu'on soit capable, nous, d'inventer notre singularité grâce à la répétition de la machine, pas de se réduire à la répétabilité de la machine. Donc la machine, comme je vous l'ai dit, ça n'a pas de contexte. Hein. Donc là, je martèle mes arguments hein, pour être sûr qu'on soit bien d'accord. Hein. Donc la machine, c'est une clôture opérationnelle. Cette clôture opérationnelle permet la répétition et la production anticipée du résultat. Et donc de ce fait, elle n'a pas d'ici et d'ailleurs. Elle n'a qu'un ici abstrait virtuel des données. Ces données peuvent représenter des données de capteurs qui sont loin. Une machine peut avoir un serveur de calcul qui ne correspond pas à l'ancrage matériel de ces capteurs, de ces effecteurs. Pourquoi? Parce que la machine n'a pas d'espace, n'a pas de lieu. La machine est une abstraction de calcul. Hein, et donc sa réification physique est indifférente par rapport à ces calculs, ce qui n'est pas le cas de l'humain hein, ou du vivant de manière générale. Le vivant, c'est ce qui est toujours ancré là où il est. J'ai un collègue qui dit « je suis là où j'agis hein, » et le vivant, c'est ce qui est là où il est ancré, hein, c'est-à-dire qu'il est en réponse à son environnement. On a créé précisément la machine pour ne pas être soumise à cette contrainte et donc, même si on simule
l'ancrage avec des capteurs, etc., le traitement qu'on en fait n'a rien à voir avec celle du vivant. Il n'y a pas de concrétisation du vivant dans le fonctionnement robotique. Donc, encore une fois, la machine, pour reprendre les arguments du départ, n'a pas d'être au monde, elle ne procède pas par individuation, et donc il n'y a pas de connaissance au sens où il y a la connaissance humaine. C'est-à-dire qu'il y a de l'individuation, de la création, de la réponse à un milieu par le fonctionnement. Alors, néanmoins, évidemment, les choses sont plus compliquées que ça parce que quand on regarde nos usages qu'on fait de l'IA générative, et puis même depuis le départ avec nos outils, on a quand même l'impression que des fois l'IA répond bien à la question que j'ai posée quand même. Et donc c'est comme si elle avait compris dans quel contexte j'étais et pourquoi la réponse m'a adapté. Alors évidemment, on fait du prompt, mais en fait on simule un peu un petit test de Turing en faisant des dialogues, etc. Et ça marche assez bien. Alors pourquoi ça marche assez bien? Parce qu'en fait, effectivement, la machine, par sa puissance de répétition, eh bien, est capable de simuler le contexte. C'est-à-dire que l'abstraction dont je parlais tout à l'heure, ce qui me permet de me séparer du contexte pour traiter tous les contextes, eh bien ça se traduit comment par la machine? Eh bien par une mise en données, c'est-à-dire une réification de tous les contextes déjà rencontrés, de manière à ce que la machine, quand elle rencontre une situation donnée, eh bien, elle puisse ressortir ou extrapoler ou interpoler à partir de contextes déjà répétés. Et donc, les données, ça donne une réification manipulable, calculable de ce qui s'est déjà passé. Et donc, ça permet à la machine, par sa répétabilité, de donner une réponse adaptée. Donc, ça pourrait répondre aux deux objections qu'on a données, c'est-à-dire l'objection de la concrétisation. La machine ne s'individue pas, certes, mais du coup, elle n'a pas besoin. Sa massification des contextes lui permet de répondre en contexte. Et virtualisation, elle n'a pas besoin de décision des délibérations parce que le calcul lui permet également de trouver la conclusion à donner, l'aide à la décision par rapport à ce qui est déjà rencontré. Alors, de ce côté-là, c'est assez vrai parce que ça marche un peu comme ça. C'est-à-dire que dans beaucoup de cas, on est confronté à des réponses qui nous paraissent adaptées parce qu'on demande à la machine de nous sortir une réponse qui a déjà été donnée ailleurs. Et donc, à ce moment-là, la réponse qu'elle a donnée ailleurs est valable pour nous maintenant. Mais c'est au prix d'une hypothèse quand même assez importante que souvent on néglige. C'est une hypothèse ontologique ou herméneutique, pour utiliser des gros mots. Donc ontologique, c'est le monde de l'être. C'est de considérer que le monde n'est qu'une variation de ce qui est déjà arrivé. Pour reprendre un slogan un petit peu péjoratif, la vision du monde de l'IA, c'est que le réel est un bégaiement statistique du passé. Et l'hypothèse herméneutique qui est derrière, c'est que la singularité du sens, ce qu'on pense être la singularité du sens, n'est qu'une extrapolation de ce qui a déjà été dit et de ce qui a déjà été calculé par les situations passées. Donc ça veut dire qu'en fait, on n'attend rien du réel en fait. C'est ça que ça veut dire en fait. Quand on pense que l'IA ou le monde du calcul, parce que c'est pas propre à l'IA, que le monde du calcul peut simuler le contexte, ça veut dire qu'on pense qu'il n'y a pas de nouveau contexte. S'il n'y a pas de singularité qui puisse nous prendre en porte-à-faux. Le réel n'a plus rien à nous apprendre, en fait. On a déjà tout dit, tout vu. Il suffit de répéter ce qu'on a déjà rencontré. Ce qui n'est pas totalement déconnecté avec notre mentalité contemporaine. Le réel, c'est ce qui s'efface. C'est ce qui n'a plus, il n'est plus là, puisque je le vois toujours par la médiation de ces représentations. À travers des écrans, à travers mes artefacts numériques, la rencontre avec le réel n'est jamais une rencontre directe. Même avec l'autrui, maintenant, on passe par des médiations calculées, les réseaux sociaux, etc. Vous avez aussi les phénomènes d'exosomatisation. Pour savoir si je suis de bonne humeur, je regarde mon appli sur mon téléphone et elle me dit si j'ai beaucoup de smileys qui sont positifs en fonction des événements de ma journée. Pour savoir si je me porte en bonne santé, je regarde mes applis médicales. La relation avec moi-même ne passe plus avec moi-même. Elle passe par la médiation de l'artefact numérique. Donc, d'une certaine manière, je m'attends à devenir la répétition de mes paramètres statistiques de santé.
Je ne suis plus dans une évolution, je suis dans une répétition contrôlée. Donc c'est ça qui les hypothèses sous-jacentes qui sont liées à ce mode de calcul. Ce mode de calcul, si on veut en faire le nôtre, encore une fois, ce mode de calcul est parfaitement cohérent et intéressant et bien fondé pour ce qu'on peut lui faire faire. La question ce qu'il pose, c'est pas de contester calcul pour calcul, ça n'aurait aucun sens. C'est est-ce que ce monde du calcul, on veut en faire le nôtre? Et la réponse, évidemment, que je vais vous poser, c'est que ça va faire un élément de notre monde, mais ça ne sera pas notre monde. Donc voilà, j'ai déjà dit. Alors, ce qui manque à la machine pour pouvoir faire cela, eh bien, c'est qu'elle ne peut pas faire preuve de pertinence, c'est-à-dire s'adapter au contexte. Et encore une fois, ce n'est pas une critique de la machine, parce que comme je l'ai dit, c'est le défaut qu'il faut. On l'a faite pour ça. C'est précisément parce qu'elle fonctionne bien, qu'elle est bien conçue, qu'elle n'a pas besoin d'être une réponse singulière à un environnement singulier. Elle est faite pour manquer de pertinence, pour précisément nous apporter ce que nous n'avons pas, c'est-à-dire la capacité de mémoire répétée. Nous, on est vivants, on n'arrête pas de changer. Nos souvenirs changent avec nous. On n'est pas sûr de ce qu'on nous a souvenu. Nos premiers souvenirs, c'est pas ceux que nous avons, c'est ceux qu'on nous a racontés. On est incapable d'être une machine à répétition. On est dans la différence et la Deleuze. On n'est pas dans la répétition mécanique. Donc, la machine est là précisément pour nous rappeler le répétable. Sachant que nous, on ne sait pas le faire tout seul, en fait, d'une certaine manière. Donc, maintenant, on a les deux éléments, la machine qui répète, et comme je l'ai dit, nous sommes des individus connaissants, vivants, et donc nous sommes plongés dans des situations, des êtres jetés, et nous répondons par invention. C'est-à-dire que ce n'est pas un génie créateur, le vivant invente. C'est sa manière d'être. L'être du vivant, c'est d'inventer, de s'individuer avec son milieu. La connaissance, c'est la vie de l'esprit, c'est-à-dire qu'elle invente en permanence. C'est pas une question de faculté de certains par rapport aux autres, c'est simplement le mode d'être du connaissant, le mode d'être du vivant. Être vivant, c'est inventer. Et avec une variabilité qui n'est pas représentable. Et dire, c'est le problème des ingénieurs. Moi, je travaille avec un laboratoire de biologie, ils essayent de faire des organes artificiels, vous savez, comme le rein artificiel, la dialyse, etc. Et il s'est dit, bon, bah, on a fait le rein, allez, on va s'attaquer à autre chose, un truc sympa, le foie. Allez, bon. Donc, approche d'ingénieur, on va voir les biologistes et les médecins, on dit, bon, le foie, les fonctions. Parce que là, évidemment, on peut faire un modèle d'ingénierie de foie que si on a les fonctions. Et les médecins disent, bah, on ne sait pas. On en connaît quelques-unes, mais les fonctions du foie, on ne les connaît pas. Et pour tous les organes un peu complexes, on ne connaît pas les fonctions internes d'un organe. On en connaît quelques-unes. On sait que le cœur, en gros, ça sert à pomper. On sait que le foie, ça sert à filtrer 2-3 trucs. Mais à part ça, à part ces grosses approches, on ne sait pas qualifier, décrire complètement ce vivant qu'est l'organe du foie. Tout simplement parce que c'est une individuation permanente, en fait, et son mode de fonctionnement, une intégration fonctionnelle avec son milieu organique. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à le modéliser. Et quand on le modélise, en fait, on sait qu'on crée du coup un déplacement dans le système. Et donc la dialyse, eh bien, elle pose des problèmes. Ce n'est pas un remplacement un pour un avec le rein. Alors, maintenant, abordons comment est-ce qu'on peut inventer par la répétition, nous qui sommes vivants et qui avons une variabilité qui n'est pas celle appréhendable par la répétition normée. Donc, les deux tensions que l'on va avoir, eh bien, c'est la première qui nous fait un peu peur, mais qui n'est pas totalement illégitime dans la peur, c'est on réduit l'invention à ce que la simulation et la répétition peut nous apporter. C'est-à-dire, en gros, la décision calculée devient la norme du jugement exercé. Alors, dit comme ça paraît bon, ouais. Bon. En fait, c'est très concret. Le médecin, quand il va rencontrer quelqu'un qui n'a pas une pathologie exactement comme les autres, c'est-à-dire qu'il va s'adapter à la singularité souffrante du patient, il va inventer une réponse. Mais quand il s'appuie sur ChatGPT ou un outil normé, ce qui est en train de se passer d'ailleurs dans l'evidence-based medicine, comment est-ce que va-t-il se justifier s'il ne fait pas ce que lui dit ChatGPT parce qu'il considère que ce n'est pas pertinent par rapport au patient? Quelle est la norme? Est-ce que c'est ChatGPT répété qui doit demander au médecin de se justifier par faire comme ChatGPT? Ou c'est ChatGPT qui doit se justifier parce qu'il ne comprend pas le nouveau cas? Pareil pour le jugement.
Vous savez, beaucoup de jugements qui reposent sur la jurisprudence. Il y a pas mal d'outils d'IA qui commencent à instrumenter les juges, les équiper, pour dire, ben voilà, sur tel et tel type de cas, vous avez répondu de telle et telle manière jusqu'à présent. Il y a un nouveau cas qui arrive. Le juge, est-ce qu'il doit pouvoir la paix répéter comme il fait comme d'habitude, indépendamment de la variabilité du cas, ou s'il répond différemment, s'il se justifie par rapport à ce qu'il a déjà fait. Et vous voyez que c'est compliqué parce que ça part d'une excellente intention. Ce qu'on veut créer, c'est une espèce d'isonomie entre les différents cas, c'est-à-dire avoir le même droit, les mêmes règles entre les différents cas jugés. Donc là, il y a un vrai intérêt, c'est légitime de penser comme ça. Mais en même temps, si on pense comme ça, il faut laisser la liberté interprétative du singulier. Donc le problème, c'est la norme. Où est-ce qu'on va placer la norme? Est-ce que la norme va dans la répétition qui doit normaliser l'invention du singulier, ou c'est l'invention singulier qui va déborder la norme et c'est là où on va réformer la norme au fur et à mesure de son évolution. C'est un peu comme un dictionnaire qui refuserait d'évoluer avec l'usage de la langue. La norme deviendrait la règle de la répétition. Donc cette invention réduite à la simulation, c'est un vrai problème contemporain, parce que c'est un problème de norme. Est-ce que l'usage qui a fait ses preuves doit devenir la norme de la répétition? Et donc ce vis-à-vis de quoi on doit se justifier. Et donc il y a des très bonnes raisons pour dire que dans des cas, ça serait bien qu'on soit cohérent avec ce qu'on a déjà fait. Et puis dans d'autres cas, on dit non, c'est complètement con, il faut pouvoir inventer, etc. Vous connaissez tous, j'imagine, le film de Clint Eastwood, la Captain Sully. Vous avez vu, là, vous savez, le pilote qui a atterri sur la baie d'Hudson. S'il avait obéi aux simulations, il crachait son avion en essayant de regagner les aéroports à côté. Il est sorti de la norme du répétable. Mais il avait été surentraîné sur la répétition. Ça ne veut pas dire que la répétition ne servait à rien. Ça veut dire que la répétition, elle ne sert à rien pour devenir la norme de l'invention. Mais par contre, est-ce que l'invention peut s'appuyer sur la répétition? Évidemment, ça a beaucoup de sens. Captain Sully, pourquoi il a su prendre la décision? C'est exactement ce qu'on avait avec Aristote, la proérésis. La décision délibérée, c'est-à-dire qu'il a pris le temps de la décision pour pouvoir sortir de la répétition. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit, je ne sais pas si vous avez vu le film jusqu'au bout, à la fin, c'est ce qu'il explique. Il dit, mais dans la simulation que vous faites dans Airbus, à Toulouse, d'ailleurs, c'est assez rigolo, c'est délocalisé. La simulation se passe à Toulouse pour expliquer ce qui s'est passé dans la baie d'Hudson. Vous voyez, quand je vous disais que la machine n'a pas de milieu, la simulation s'est passée à Toulouse. Ce qu'il dit, dans vos simulations, ce que vous ne prenez pas en compte, c'est le temps de la décision dans la situation dans laquelle j'étais. Et donc, si vous prenez le temps de la décision, c'est-à-dire la décision délibérée, Aristote, eh bien, la simulation confirme qu'on va se cracher. Il n'y a plus le temps de revenir à l'aéroport. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez, donc, il y a vraiment une légitimité de la répétition. C'est pas pour rien, c'est pas des fous furieux, les gens qui disent ça. C'est pas ni belles lecteurs. Ils veulent pas la fin du monde ni rien. Et en même temps, si on en fait une norme, c'est compliqué parce que ça fonctionne pas comme ça dans la vraie vie. Mais les deux sont vrais. C'est le tragique de notre condition technologique. Alors, on peut aussi avoir une vision intéressante et complémentaire, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ce n'est pas l'invention qui est réduite à la simulation, c'est l'invention qui est soutenue par la simulation et la répétition. Et là, quand on prend un petit zoom arrière historique, on s'aperçoit que l'humain a toujours fait ça. C'est-à-dire, en gros, depuis que l'humain est humain, il invente grâce à ses outils. Quand on a des peintures pariétales, il a inventé des pigments et des choses pour pouvoir mettre ça sur les rochers. Quand il a inventé les sons, il a inventé des outils qui font des sons. Il y a dans les cultures paléontologiques, là, les collègues expliquent qu'on a des silex dont la seule justification, c'est le bruit qu'ils font. C'est-à-dire que l'humain, aussitôt qu'il est devenu humain, a eu besoin d'avoir des objets dont le seul fonctionnement pour lui était leur production sonore. Donc en fait, l'humain a toujours inventé en contexte avec une technique, avant d'être technologie, une technique qui lui permettait de répéter, de s'ajuster à son environnement. Et donc ça, je vous parle des temps paléontologiques, mais évidemment, ça a toujours été ça avec l'écriture. On a inventé l'écriture, qui est une technique de répétition de la parole. Avec l'écriture, on a inventé la culture lettrée. La parole, c'est une manière de répéter les situations. On peut raconter aujourd'hui ce que j'ai vécu hier, le récit. Mais pourtant, la parole, ça invente une culture, ça s'appelle la rhétorique. Et ainsi de suite. Alors, du coup, cette complémentarité
machine vivant, invention, répétition, en fait, c'est assez profondément dans notre rapport à l'ordinateur. Alors, une citation que j'aime bien, Gérard Berry, pour ceux qui connaissent, c'est un grand monsieur de l'informatique, prix Turing et tout le tralala, hein, donc il est bien comme il faut. Hein. En plus, il a travaillé sur des trucs pas rigolos, preuves formelles, langage de preuve, etc., donc des trucs assez austères. Et voilà ce qu'il nous dit. Il dit fondamentalement, l'ordinateur et l'homme sont les deux opposés les plus intégraux qui existent. L'homme est lent, peu rigoureux et très intuitif. En gros, le vivant, quoi. Il s'adapte en permanence. L'ordinateur est super rapide, très rigoureux et complètement con. Mais dans la suite de l'interview, il dit « Et c'est pour ça qu'il me surprend tout le temps ». Ça veut dire que la puissance de répétition de la machine, c'est ça qui nous sort de notre confort de la situation et qui nous permet d'inventer avec la répétition. Pensez à la littérature. Pensez à l'ouvrage de littérature potentielle, les surréalistes. 1000 milliards de poèmes, etc. La combinatoire vous permet de créer du sens. La combinatoire vous permet de créer des gestes esthétiques. La combinatoire en soi n'est pas un geste esthétique. Mais le statut que vous lui donnez vous fait trouver des textes que vous n'auriez jamais eu sinon. Vous débordez les éléments, les frontières de l'invention grâce à la puissance de répétition. En gros, en créant du répétable, on crée de l'inventable, en fait. C'est un barbarisme, hein, mais c'est ça qui est tout à fait intéressant. Donc, encore une fois, l'ordinateur, il est stupide, il faut qu'il le reste. Hein, parce que c'est pour ça qu'on l'aime. Et c'est pour ça qu'il nous sert. Parce que nous, grâce à lui, on devient intelligent autrement. Ce qu'on n'aurait jamais pu faire sans. Hein. Ça déborde les frontières du connaissable et du vivable. Donc, d'une certaine manière, la technique, c'est assez proche du monde de l'artistique, en fait, hein, mais de l'artistique au sens dialogue avec la matière. Hein, c'est-à-dire, selon le mot de Paul Klee que j'aime bien, c'est l'art ne produit pas le visible, le rend visible. Hein, c'est-à-dire qu'avec une technique de reproduction, je rends visible, je crée de la visibilité. Hein, et j'en suis pas seulement l'écho, hein, la représentation. Donc là, je rentre pas dans ces détails de phénoménologie de l'image, hein, parce que ça nous emmènerait trop loin, mais voilà, c'est ce mot qui m'intéresse. Mais évidemment, avec cette tension qu'on a aujourd'hui, c'est que le visible ici, avec par exemple les IA génératives que je vous ai montré au départ, le théâtre d'opéra spatial par exemple, hein, eh bien, on voit que c'est pas du réel qui est montré, c'est un nouveau vu qui est créé à partir des déjà vus. Et donc, le vrai couplage avec le réel, c'est ce qu'on aurait entre la réalité et l'image produite par l'IA générative. L'IA générative est ici. Elle est sur un nouveau vu produit à partir de déjà vu. Mais elle n'est pas sur le nouveau visible. Le nouveau visible, c'est vous qui allez trouver du sens dans cette nouvelle vue par rapport à ce qui a déjà été vu. Et en quoi on trouve que cette image est sympa, et c'est ce qu'a trouvé Jason Allen, hein, en faisant ses milliards d'allers-retours avec Midjourney. Il a dit, tiens, cette image-là, je la prends. Il a compilé des déjà vus, on a un nouveau vu, mais par contre, il a eu un geste esthétique, il l'a choisi. Et en la choisissant, il a dit, ça, c'est ce que je veux voir. Et c'est ça, le visible, qui est rendu visible par le nouveau vu, construit à partir du déjà vu. Ce qui nous amène, en fait, j'avance vers la conclusion, hein, ce qui nous amène vers le statut de ce qui se passe avec nos machines qu'on peut voir à travers le slogan des 3D. Ça, c'est mon petit côté marketing, hein, les 3D. Voilà. Donc, les 3D, c'est de dire, ben voilà, il y a le dire, le dit et le désigner. En gros, c'est que tout discours, toute médiation par le langage s'objective, se formalise, se réifie par des objets qui sont des énoncés. Et c'est des objets. Hein. La preuve, c'est que ChatGPT compile des objets, des datas, des énoncés dans ces données. Dès lors que je parle, je profère des énoncés qui sont des ondes sonores, qui donc une forme langagière sur un substrat sonore. Le dit est toujours matériel. Le dit est toujours un objet. Le dire est quelque chose qu'on peut manipuler et qui a une structure qu'on peut manipuler. Mais ce qui fait qu'un dit est un dit, c'est qu'il émane d'un dire. C'est-à-dire une action, une performance, une énonciation. Hein, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui, à travers ce dire, crée un engagement dans une situation. C'est-à-dire se projette dans un ici et maintenant où
ça parle, ou il dit quelque chose. Donc il y a cette action de dire qui produit un dit. Et en général, ce dit renvoie à un désigné, c'est-à-dire à un rapport au réel, le fameux visible de Paul Klee. C'est-à-dire que le vu qu'elle le dit, eh bien, renvoie à un visible ou un réel qui est en horizon de ce dit. Et en fait, nous, dans notre fonctionnement sémiotique, on est à cheval sur les trois. C'est-à-dire qu'on a de l'énonciation qui produit des énoncés qui sont en vue d'un désigné. Et donc, c'est ce couplage permanent que l'on a entre ces trois actions. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde comment fonctionne l'IA générative, eh bien, il n'y a pas de dire dans l'IA générative, il n'y a pas de désigné. L'IA générative est un modèle du dit. Alors, ce qui est perturbant, c'est que c'est un très bon modèle du dit. C'est-à-dire que quand vous prenez comment ça fonctionne, eh bien, la compilation en data des innombrables documents, et documents au sens large, ça peut être des sons, des images, etc. Quand vous regardez comment fonctionne la tokenisation des IA génératives, dans les tokens, on est surpris de ce qu'on y trouve. Il y a vraiment des symboles graphiques, des symboles sonores, enfin, il y a toutes sortes de choses. Donc, on a un modèle de dit qui permet de produire de nouveaux dits, mais non pas de dire. Et donc ça marche très bien. Sauf que, ce qui est intéressant, c'est que ce dit est un dit, mais qui est totalement découplé du dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'énonciation, et qui est découplé d'un désigné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de modélisation. Il y a bien un modèle du dit dans l'IA générative, mais il n'y a pas un modèle du désigné. C'est-à-dire que ChatGPT ne produit pas une représentation du réel. C'est pour ça qu'il peut dire des bêtises ou des vérités, de toute façon pour lui c'est pareil. C'est uniquement nous, par rapport à notre contrôle du modèle du dit, qu'on arrive à le faire converger vers un dit qui nous intéresse. Mais dans l'IA générative, il n'y a pas de modélisation du réel. Il y a juste une modélisation de ce qui a déjà été dit. En gros, pourquoi l'IA générative ça marche? Parce qu'elle se modélise elle-même. Elle est sa propre modélisation. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que c'est très très bien d'ailleurs. Moi, je suis toujours très admiratif de l'ingénierie qui est derrière. Elle est incroyable. C'est tout à fait incroyable. Mais par contre, il ne faut pas lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Elle ne désigne rien et elle ne dit rien. Mais il y a du dit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'énonciation. Mais c'est très troublant. Quand Alexa vous parle à la maison, ça parle. Des fois, on lui répond. On dit, mais je suis fou, moi. Voilà. Vous savez ce qu'on dit, la bonne blague, vous êtes de fou pas quand vous parlez à vos plans, c'est quand vous pensez qu'elles vous répondent. Voilà, c'est un peu pareil. Être fou, c'est pas penser que Alexa vous parle, c'est penser que vous devez lui répondre. Parce qu'il n'y a pas d'énonciation, il n'y a pas d'énonciateur derrière. Il y a un ça parle. En gros, il y a un modèle de son qui produit de nouveaux sons. Il y a un modèle de dit qui produit de nouveaux dits. Mais c'est perturbant, parce que nous, recevoir une liste de caractères comme ChatGPT, c'est-à-dire on le lit comme un texte, et bien nous autres humains, quand il y a un texte, c'est quelqu'un qui l'a écrit. C'est une énonciation. On ne peut pas s'empêcher de considérer que c'est une adresse qui nous est adressée et on doit y répondre. La parole, c'est pareil. Une parole est toujours un appel, c'est toujours une adresse. Phénoménologiquement, parler appelle une réponse. Vous savez, la petite phrase du quotidien. « Hey, t'écoutes quand je te parle ?» On a dû vous le dire, vous devez le dire en permanence. C'est très profond, ça. Quand on parle, c'est pour être entendu et avoir des réponses. La notion de vocation, c'est répondre à un appel. Vocare, la vocation, c'est l'appel. Donc avoir une vocation, c'est qu'on répond à un appel. On ne peut pas s'empêcher d'aller au-devant de cet appel. Donc, c'est très perturbant parce que ce modèle de dit, puisque rien ne ressemble plus au dit d'un dire qu'un dit de ChatGPT, c'est qu'on pense que du coup, il y a une énonciation. Donc il y a un vrai problème d'énonciation avec la machine. Sauf qu'il n'y en a pas. Et pareil, quand on parle, c'est pour dire quelque chose. Donc, il y a bien un désigné qui est sous-jacent. Et donc, nous, quand on lit un texte de ChatGPT, on dit « Ah, c'est quand même marrant qu'il me dise ça. » Et puis en plus, on trouve ça totalement idiot, ce qui est normal, puisqu'il s'appuie sur ce qui a déjà été dit. Donc, ça a du sens. Donc, ça paraît pas totalement idiot. Mais ça colle pas complètement. À un moment donné, il faut affiner, il faut s'interroger, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que... Bon, là, on va partir un petit peu dans les tours, mais c'est qu'avec ChatGPT, on a affaire à une nouvelle textualité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous avez compris ce que j'ai dit à l'instant sur le modèle du dit, c'est que le dit n'est pas un texte. C'est le simulacre d'un texte. Et qu'est-ce qu'on a fait pour produire ce texte par ChatGPT? C'est qu'on a détextualisé et décontextualisé. Quand vous regardez en fait comment fonctionne l'IA générative, elle met en token
tous les données, tous les documents qu'elle a compilés. Mettre en connection, c'est mettre en jeton. C'est-à-dire considérer que c'est comme si c'était des bits, des choses qu'on peut manipuler de manière complètement calculatoire. On a détextualisé les contenus. Mais en le détextualisant, évidemment, on les a décontextualisés. Mais évidemment, c'est un geste nécessaire parce que ça a rendu possible cette fantastique apprentissage que fait l'algo. Et en plus, qu'un algo d'apprentissage qui n'est pas idiot du tout, parce que par les phénomènes de plongement, on construit des proximités qui sont assez proches des sens constatés en corpus. Donc ça fonctionne très bien. Mais par contre, on obtient une détextualisation qui se présente comme un nouveau texte, mais qui est un texte sans désignation, sans énonciation, et même sans origine. C'est un texte, c'est pas un texte. Alors on se dit, oh là là, mais vraiment, c'est catastrophique, cette IA qui nous fait des textes qui ne sont pas des textes, etc., c'est scandaleux. En fait, est-ce que c'est si grave que ça? Bah non, pas tant que ça, parce que si on regarde la notion de texte, bah, le texte est lui-même un faussaire. Il se fait croire pour ce qu'il n'est pas. On pense que le texte, il y a quelqu'un qui parle derrière. Le texte est toujours, souvent, rapporté à une parole potentielle. Quand on lit, des fois, on a une petite voix qui parle avec nous quand on lit. Comme si quelqu'un parlait le texte. Je sais pas vous, moi j'ai beaucoup de monde dans ma tête, donc c'est pour ça que... en fait, le texte lui-même n'est pas une origine. Le texte est déjà une falsification de la parole. Mais la parole, c'est déjà une falsification de la pensée. Mais la pensée, c'est déjà une falsification d'elle-même, puisqu'il n'y a jamais de pensée authentique, il n'y a pas de pensée d'origine. Rappelez-vous notre petit Derrida illustré, La voix et le phénomène. Il n'y a pas d'origine, il y a juste du déjà là. Or, ce que nous fait ChatGPT, c'est qu'il nous produit un nouveau texte à partir des textes déjà là. Comme le texte était déjà un déjà là de discours, comme le discours était un déjà là de pensée, etc. En gros, on a un déplacement créatif, un supplément fait grâce à l'IA, qui est en fait un supplément, un déplacement, c'est-à-dire une falsification. Mais donc invention aussi. Donc on retrouve un peu le geste qui avait tant turlupiné les surréalistes, l'ouvrage de littérature potentielle, etc., c'est que notre pensée est toujours étrangère à elle-même. Et donc, introduire un nouveau motif d'étrangement, de mise en étranger, qui est l'IA générative, c'est pas forcément si grave que ça. Au contraire. Mais en revanche, ça veut dire que du coup, il faut se mettre au boulot. Parce que depuis qu'on parle, on a inventé une culture de la parole. Je vous l'ai dit, c'est la rhétorique. Ça a pris pas mal de millénaires. L'écriture, ça fait 5000 ans qu'on écrit, on arrive péniblement vers une culture lettrée, fragile, on la perd très vite. Le calcul introduit une nouvelle culture. ChatGPT nous introduit une nouvelle modalité textuelle. Va falloir inventer cette culture. Pas sans lui, pas sans ce calcul, mais avec ce calcul. Exactement comme l'humanisme a créé une culture fondée sur l'imprimerie. C'est pas nouveau, on a déjà vu le film. Seulement, ça prend du temps. Et ça, en ce moment, c'est un truc qu'on n'aime pas faire. Prendre le temps de réfléchir, de penser, de comprendre ce qui nous arrive et de créer, mais vraiment pour de vrai, là, pas s'amuser avec des mots-clés, de travailler avec cette IA générative. C'est pour ça que des gens comme vous, c'est toujours très bien. Parce qu'en général, les designers, les artistes, ils n'hésitent pas. Ils vont à l'objet. Et on va travailler avec. Et on va voir ce qu'on peut lui faire faire. Inventer des choses avec de la répétition contrôlée. Mais ce qu'on fait avec le contrôle répété, c'est pas contrôlable, justement. C'est ça l'intérêt. Alors, épilogue, maintenant, c'est ma conclusion. Voilà. Donc, quelques petits points de vigilance. Enjeu esthétique avec l'IA générative, est-ce qu'il y en a? Oui, bien sûr, mais surtout l'IA générative nous apprend que des fois, la création n'est pas forcément là où on la croit. C'est pas forcément un geste de production, c'est un geste de sélection. Et ça, c'est pas nouveau non plus. Excusez-moi de faire mon vieux con, mais depuis Pierre Schaeffer, on sait par exemple que la musique, c'est la sélection d'un son. Il y avait même un slogan des années 50, c'est quoi la musique? C'est un bruit qu'on a choisi. Deuxième enjeu, c'est un enjeu épistémologique. On le sait très bien, je vous l'ai dit, les modèles dits que sont l'IA générative ne sont pas des modèles du réel. Donc il y a un vrai problème de modélisation quand on veut utiliser en ingénierie l'IA. Et en médecine, etc. Donc, sur les usages professionnels de l'IA, il y a un enjeu épistémologique. Un enjeu éthique. Est-ce que l'IA doit devenir la norme de la décision? En gros, ce qui est en train de se passer, est-ce que les praticiens doivent se justifier sur le fait de ne pas faire comme l'IA générative a dit? Et ça, c'est pas un fantasme de ma part, c'est en train de se passer. Et un enjeu politique, c'est le fait que, est-ce que l'usage devient la norme?
C'est-à-dire que le de facto remplace le de iuris. La question de fait remplace la question de droit. C'est-à-dire qu'on ne prend plus sur le droit, il n'y a pas de délibération sur le droit, il n'y a qu'une sédimentation de l'usage. Et puis enfin, bon, ça sera pour la discussion. En gros, ça peut devenir aussi une garantie à ce qu'on devienne de plus en plus crétin, hein, et ça marche assez bien à ce niveau-là. Alors, conclusion définitive, est-ce que l'IA est un concurrent ontologique de la pensée à la création? Non. Les outils sont stupides et le resteront parce qu'ils n'ont pas de contexte. Est-ce que l'IA est un partenaire technique? Oui, nous avançons grâce à ces techniques. Ils stimulent notre intelligence en la simulant. Est-ce que l'IA est un concurrent sociopolitique? Oui, parce qu'on a la tentation de réduire l'invention au répétable et de normer nos actions par l'usage sédimenté. Et donc, est-ce que c'est un enjeu éthique? Eh bien, bien évidemment, hein, puisque même si on choisit ce que fait l'IA, il faut répondre de ce qu'on en fait et assumer ce qu'on en retient. Et voilà, là, ce coup-ci, j'ai vraiment terminé. Merci de votre attention. Des questions ou des demandes de précision? La première question, hein, c'est... C'est toujours difficile. Ouais, si vous voulez, je peux me lancer. J'avais une curiosité, en fait. À un moment donné, c'était au tout début, vous avez expliqué que la connaissance, grosso modo, suspendait la réaction pour qu'elle devienne action. Oui. Et je me demandais, en fait, si vous pourriez préciser si toutefois la question du calcul ou des algorithmes au sens large travaille ces notions de réaction et ou d'action. Et ma deuxième curiosité, notamment parce que la machine est simulation, ma deuxième curiosité, c'est bien sûr si la machine ne s'individue pas, comme vous l'avez énoncé, est-ce que l'humain s'individue à la seule condition de la technique, et entendu la technique comme milieu, justement. Et donc, est-ce que c'est par là qu'on déborde, de ce que vous expliquez, vraiment la puissance de répétition? Oui. Donc la première question, c'est sur le suspens de la réponse. Donc l'idée, c'est que, d'une certaine manière, pourquoi l'évolution nous a dotés d'une conscience? En fait, à quoi ça sert de penser, en fait? Pourquoi est-ce que l'évolution s'est dit, tiens, allez, bon, enfin, façon de parler, bien sûr, hein, mais c'est avantageusement intéressant dans la compétition sélective d'avoir des organismes qui une perception et une conscience de leur environnement. Et l'idée, c'est de précisément cet espace de délibération. C'est-à-dire d'inventer dans la représentation de l'environnement pour ce qui va devenir une invention dans la répétition, dans la réponse à l'environnement. En gros, ce qu'explique Aristote, c'est que la délibération, c'est qu'on invente à partir de ce qui a déjà été dit en termes de représentation, qui se traduit après en décision et qui est la réponse inventée à l'environnement. Si on prend ça pour dire c'est du calcul, à ce moment-là, il n'y a plus de délibération. Parce que le calcul, c'est quoi? C'est précisément une manière d'effacer le temps. Hein, c'est quelque chose qu'on voit très bien dans notre rapport au temps aujourd'hui. Hein, c'est que le calculé est un immédiat. Le résultat du calcul devient indirectement disponible sous la main, pour parler comme Heidegger. Donc, toute la pulsion que l'on a après, c'est de ramener le temps du calcul à un temps instantané. Parce que si le résultat est garanti par le calcul, c'est comme s'il était déjà là. Garanti, instantané. Et donc, il faut que l'algorithme fonctionne en un temps quasi réel, c'est-à-dire qu'il, pour nous, dans notre temps de l'action, est immédiatement disponible. Et donc, c'est un suspens de la délibération, justement, et non pas un suspens de l'action. D'une certaine manière, ça nous amène à être plus réactifs qu'avant. Ce qui pose plein de problèmes, d'ailleurs, dans notre rapport à nos outils techniques. L'algo-trading, par exemple, est une image de ce problème de temporalité. Alors, la deuxième question, c'était... Sur l'individuation et du coup, si la machine ne s'individue pas, l'homme, est-ce que... Oui, alors l'humain s'individue en tant qu'organisme vivant, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est un peu le mot de Leroy-Gourand, c'est de dire que l'humain s'individue par sa culture technique en ayant besoin d'évoluer biologiquement.
c'est-à-dire que l'évolution continue par d'autres moyens que le vivant. Hein, c'est le mot de Leroi-Gourhan, c'est d'expliquer que le patrimoine culturel qui est la technique, et de manière générale la culture, parce qu'en fait toute culture est technique d'une certaine manière, hein, que ce soit l'écriture, la parole, etc. Tout est conditionné par un rapport à la technique. Et ce que dit Leroi-Gourhan, c'est que le fait qu'on transmette un patrimoine culturel permet à notre patrimoine biologique de rester stable. Hein, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'évoluer de la même manière que si on était un pur organisme. Ce qui permet également à l'humain de s'adapter à plein de milieux qui ne sont pas les siens, sans évoluer biologiquement. Hein. C'est la même nature humaine qu'on soit sous les pôles ou sous les tropiques. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu besoin de faire des dissociations d'espèces entre les deux. Donc on évolue en fait par d'autres moyens que la vie. Mais évidemment, on continue à évoluer, mais à un rythme qui est complètement différent. C'est-à-dire que l'humain, par sa technique, se désynchronise du vivant. Hein, il n'est pas qu'un temps biologique, il est aussi un temps technique. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Demande de précision ? Oui, super. Ah, ça, la glace est rompue. Merci pour la première question. Merci. Merci beaucoup. J'espère ne pas trop divaguer, mais j'envisageais quand même. Je sais pas. J'envisageais quand même un enjeu environnemental et je voulais savoir, comment vous envisagez justement vous notre position, notre responsabilité sur quand même le poids environnemental qui est assez particulier de ces intelligences. Alors effectivement, moi, ce qui me frappe toujours, c'est que quand on utilise ChatGPT, c'est qu'on n'en a pas besoin. Hein. C'est-à-dire que ce qui me fascine, c'est le côté ludique et du coup irresponsable d'utiliser des outils fantastiques, mais qui assèchent des ressources énergétiques considérables pour faire de la synthèse textuelle à partir de données. Hein, parce que la plupart des usages, c'est faire de la synthèse textuelle. Hein, c'est-à-dire faire des lettres sans faute et avec l'orthographe préchoisie et qui soit selon les normes du standard. Donc c'est vrai que ce que j'attends, c'est qu'à mon avis, je pense que les usages un petit peu ludiques vont un peu disparaître parce que en gros, ils ne servent pas à grand-chose. Hein, et quand on a vraiment besoin de ChatGPT, c'est pas toujours très utile. Enfin, moi, je vois dans mes usages experts, ça me sert à rien. Par contre, je serais très content de le trouver comme Wikipédia il y a 20 ans sur les sujets où je connais rien. Là, il m'apprend plein de choses, parce que comme c'est une compilation du déjà dit, en général, les gens ont dit des choses plus intéressantes que moi, donc du coup, ça a de l'intérêt. En revanche, dans les usages experts, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais ça va être aussi un travail sur les données, sans doute en masse moins considérable, parce que en gros, qui dit beaucoup de données, dit beaucoup de bruit. Hein, donc on fait du lissage, mais en fait on fait aussi du bruit. Donc en fait avoir une chaîne de la curation des données jusqu'à l'expertise d'usage des résultats qui vont créer en fait des micro AI, je pense, qui vont se généraliser et qu'on va voir apparaître. Et on le voit un petit peu déjà au niveau professionnel tout simplement. Hein, le monde de l'ingénierie s'empare avec des IA locales en fait pour travailler sur des corpus déjà un petit peu normalisés au sens nettoyé, etc. Et donc là, ça va donner des bases d'expertise partagées. Et de ce fait-là, l'espoir, c'est qu'au niveau énergétique, ça soit moins délirant. Hein. Au niveau de l'usage grand public, c'est vrai que pour l'instant, c'est ludique et c'est inutile. Mais en même temps, la vraie difficulté, c'est qu'on ne voit pas le coût énergétique. C'est encapsulé. Hein, quand vous faites TikTok, vous apercevez pas que ça coûte de l'énergie. Une requête ChatGPT en coût énergétique, c'est 10 fois une requête Google. Mais comment vous pouvez le savoir ? Vous tapez un prompt exactement comme une requête Google. Donc en fait aussi, on déresponsabilise les individus parce qu'en fait, on leur donne pas les outils qui les permettraient de comprendre ce qu'ils font. Hein. On a l'impression que la plupart des gens, moi j'utilise Brave par exemple de temps en temps, vous connaissez peut-être, hein, c'est un moteur de recherche qui, au lieu de mettre Wikipédia comme Google dans les premiers résumés, vous met un résumé d'IA générative sur tous les documents qu'il a rencontrés. C'est très pratique et vous avez l'impression que c'est un Google comme d'habitude, quoi, un peu plus changé. Hein. Vous avez l'impression que c'est juste une évolution au standard. Mais en fait, non, parce que derrière, il y a un coût énergétique qui n'a absolument rien à voir. Hein. Et donc, c'est ce masquage qui est peut-être perturbant. Hein. Mais je vous le disais tout à l'heure, c'est l'effacement du réel. L'humain d'aujourd'hui ne veut plus du réel. Ça l'emmerde, le réel. Hein, parce que ça lui dit non, ça lui dit que c'est coûteux, etc. Et donc, il revient uniquement sous sa face apocalyptique, ce qui est très mauvais aussi. Hein, c'est-à-dire que le réel, il fait éruption quand ça ne va pas. Et ça, c'est mauvais, parce que du coup, c'est les imprécations apocalyptiques, le millénarisme écologique, etc. Ce qui est la pire réponse qu'on puisse faire à nos enjeux environnementaux. Hein.
Merci beaucoup pour votre belle communication. Vous avez notamment associé les IA génératives à des modèles combinatoires qui génèrent un certain type de résultats, mais qui nécessitent, vous l'avez soutenu, derrière une recontextualisation ou d'une certaine manière un travail ou un jeu. Parce que et vous avez cité les designers, merci, justement qui entretiennent ce rapport d'essayer de ménager toujours cette jouabilité avec les techniques et de voir ce qu'on peut en faire. Vous avez l'habitude de travailler dans un laboratoire, évidemment, avec des ingénieurs. Est-ce que ces ingénieurs aussi, quand ils construisent ces modèles, ont conscience de ces puissances de calcul qui génèrent de la répétition et finalement de ses limites? Ou est-ce que finalement ils restent dans une forme de course effrénée à un développement sans forcément essayer de prendre le temps, comme vous l'avez dit, de... Je pense qu'il n'y a pas de réponse univoque à cette question. Voilà. Je pense que les ingénieurs... en fait, le mot jeu, il est bien parce que il y a le son ludique et puis aussi le jeu au sens mécanique. Il y a un espace de jeu, un peu comme la porte fait un jeu, etc. Hein, il y a de l'espace pour ce qui n'est pas interprétable, en fait. Et donc, la combinatoire, c'est un jeu combinatoire, exactement comme le jeu d'échecs, etc. Et le jeu sur la machine de Turing, c'est un peu analogue à ça. Hein, donc, c'est un jeu de pièces et en même temps, ça introduit du jeu dans l'interprétation. C'est-à-dire que ça donne des espaces interprétatifs qui n'étaient pas prévus au départ. C'est exactement ce que dit Gérard Berry. L'ordinateur, il est con, mais putain, ce con, qu'est-ce qui me surprend ? Hein, il dit ça tout le temps. Cette connerie de la machine, c'est une divine surprise. Parce que c'est ça qui nous fait penser, qui nous fait sortir dans le jeu interprétatif de nouvelles configurations. Et donc les ingénieurs, l'espace de jeu ouvert, ils en sont en général assez conscients. Ça fait partie du potentiel de la machine. En revanche, comme ils sont souvent pilotés par une conception qui vise une certaine application ou un périmètre d'application, c'est pas leur clé d'entrée d'explorer l'espace de jeu. Et c'est pour ça qu'il y a une complémentarité entre artiste et ingénieur. C'est pas pour rien que souvent il y a les mêmes mots. Ingénieur, ça vient d'ingenium, qui veut dire inventer. L'invention, c'est un truc d'ingénieur, pas un truc d'artiste d'ailleurs. Enfin bon, c'est pas vous contredire. Enfin bon, faut quand même pas rigoler. Les inventeurs, c'est les ingénieurs. Bon. Et donc on est bien sur cette préoccupation d'invention, sauf que ce qu'il y a à voir dans les artistes et les designers, c'est l'entrée d'emblée dans ce que le jeu nous permet de faire de différent. Alors que l'ingénieur, c'est ce qui va être l'espace de jeu dans ce qui va nous permettre de faire autrement. Donc là, pour dire dans un slogan, l'artiste va faire autre chose, l'ingénieur va faire autrement. Et donc évidemment, l'enjeu, ça serait de faire autrement autre chose. Mais ça...